à tous. Donc, comme l'a dit Haroun, je suis Laetitia Dolem. Je travaille au CSTC depuis plus de 10 ans pour maintenant ce qui est appelé le laboratoire performance environnementale. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'impact environnemental des matériaux. Je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Comment ça se fait ça? Ici, voilà. On va parler d'économie circulaire et impact environnemental. On va voir les notions de matériaux recyclés et recyclables. On va voir que ce n'est pas équivalent en termes d'impact environnemental. On va voir l'impact de la rénovation par rapport à la démolition-reconstruction. On va parler des matériaux biosourcés, de l'impact environnemental du béton, et puis on passera aux conclusions. Donc, économie circulaire et impact environnemental. Pourquoi est-ce qu'on vient en fait vous parler aujourd'hui d'impact environnemental? Est-ce qu'une solution circulaire n'a pas toujours un impact plus faible? Eh bien non, ce n'est pas toujours le cas. L'économie circulaire sont des grands principes qui visent à passer de cette économie linéaire à circulaire. On essaye de réduire les déchets, d'économiser les ressources, mais ça ne garantit pas toujours qu'on aura un impact environnemental plus faible. Pourquoi? Parce que ces principes d'économie circulaire vont toucher généralement à un aspect du cycle de vie d'un produit. Et en changeant cet aspect, ça va avoir des répercussions souvent sur d'autres étapes du cycle de vie du produit. Donc, par exemple, si on emploie de la matière recyclée au lieu de la matière première vierge dans un système de production, ça va avoir un impact sur le transport. Ces matières recyclées viendront probablement d'un autre endroit que les matières premières vierges. Ça va avoir probablement un impact sur mon processus de production. Peut-être que j'utiliserai plus d'énergie. Peut-être que le produit recyclé aura finalement une durée de vie un petit peu moins longue que le produit avec des ressources primaires. Donc, peut-être que je devrais le remplacer plus souvent. Donc, c'est important de prendre tout ça en compte pour être sûr qu'on arrive vraiment à un produit avec un impact environnemental plus faible. Par exemple, aussi ici, si lors de la construction, j'hésite à utiliser des châssis de réutilisation, il faudra prendre en compte que ces châssis ont peut-être une performance énergétique qui est moins bonne. Donc, peut-être que mon bâtiment utilisera plus d'énergie pour le chauffage. Est-ce que ça vaut la peine dans ce cas-là de quand même utiliser des châssis de réutilisation? Donc, c'est vraiment important de regarder toutes les étapes du cycle de vie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Une manière de tenir compte du cycle de vie complet, comme ça, c'est de faire une analyse du cycle de vie. Qu'est-ce qu'une analyse du cycle de vie? Donc, c'est une méthode d'évaluation normalisée. Il y a des normes ISO qui décrivent les différentes étapes pour faire une analyse du cycle de vie, qui permet de réaliser un bilan environnemental en tenant compte du cycle de vie complet du produit ou du bâtiment et en tenant compte aussi de différents critères. Donc, on ne va pas juste regarder, par exemple, les ressources. On va aussi regarder l'impact sur le changement climatique, l'impact sur les pluies acides, sur la destruction de la couche d'ozone, etc. Comment est-ce qu'on va faire une analyse du cycle de vie? Donc, une fois qu'on a toutes les étapes, pour chacune de ces étapes et les différents processus qu'il y a dedans, on va faire un inventaire de tout ce qui rentre en termes de matières premières, d'énergie. On va faire un inventaire de tout ce qui sort, donc les émissions vers le sol, vers l'eau, vers l'air. Ça peut être des émissions de métaux lourds, des émissions de CO2, etc. Et sur base de cet inventaire, on va quantifier la contribution aux différentes problématiques environnementales. Donc, dans cet inventaire, on trouvera par exemple tous les gaz à effet de serre et sur base de ça, on quantifie notre contribution au changement climatique. Pourquoi c'est important? Oui? Le public demande quand même de mettre la casque parce que le son n'est pas idéal. Désolé. Oui, pas de problème. Mieux? Essaye-le. Vous m'entendez maintenant avec le casque? Oui, c'est parfait. OK. Oui, c'est parce que ça me pique dans la tête, mais bon, on va voir ce que ça donne après 40 minutes. C'est dur de travailler au CSTC. Vas-y. Donc, pourquoi c'est important de regarder ce cycle de vie complet et de regarder différents indicateurs? C'est parce qu'on veut éviter vraiment qu'il y ait un transfert de pollution. Si on regarde juste la phase de production, on va peut-être générer un impact plus grand après durant la phase d'utilisation ou la fin de vie. Si on se focus juste sur le changement climatique, peut-être qu'on va prendre des solutions qui sont bonnes en termes de changement climatique, mais qui vont peut-être générer des problèmes ailleurs, qui auront un impact sur les pluies acides, etc. Donc, c'est vraiment important de regarder l'image globale.
Donc, en gros, l'analyse cycle de vie et l'économie circulaire sont complémentaires. Les principes d'économie circulaire peuvent nous donner la direction à suivre, sont des idées sur comment réduire son impact, mais c'est important de les tester à l'aide d'une analyse du cycle de vie à côté. Donc, ça va nous permettre de tester est-ce que la solution circulaire est vraiment meilleure qu'une autre. Si elle ne l'est pas, on peut regarder des alternatives. Est-ce que c'est mieux d'utiliser de la matière recyclée, un produit de réemploi? Comment est-ce que je peux l'optimiser? L'ACV va me permettre de voir où sont les principales sources d'impact dans mon processus de production. Est-ce que c'est vraiment la matière première? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'emballage? Et comme ça, on va pouvoir aussi vraiment optimiser mon produit. Même si on a une solution, on trouve une solution intéressante, ben, grâce à l'ACV, on va aussi pouvoir avoir un seuil de comparaison pour pouvoir, chaque fois qu'on a une nouvelle idée pour optimiser, voir si ça optimise vraiment mon impact. Alors, je voulais quand même, on ne va pas en parler longtemps, mais si jamais vous voulez faire des ACV, si vous n'avez pas encore entendu parler de Totem, c'est un outil belge qui permet de faire des analyses du cycle de vie au niveau du bâtiment ou des éléments de construction. Donc, on peut composer des éléments grâce à une bibliothèque de matériaux, on peut les comparer entre eux, on peut composer tout un bâtiment, comparer différentes variantes d'un bâtiment. C'est un outil qui est gratuit, en ligne, qui a été développé par les 3 régions. Donc, c'est très bien. Pour une fois, on a une solution belge. Et actuellement, l'utilisation de l'outil est sur base volontaire. Donc, il n'y a aucune obligation de l'utiliser. Seulement en Flandre, par exemple, là, on le demande déjà pour les appels à projets publics. On impose l'utilisation de Totem. Et peut-être qu'à l'avenir, ce serait imposé, mais ça, on ne sait pas encore. Une particularité de Totem, si jamais vous l'utilisez, donc dans une ACV, on quantifie différents indicateurs environnementaux. Ce sont tous les indicateurs qui peuvent être quantifiés dans Totem. Et Totem laisse la possibilité aussi d'arriver vers un score unique à la fin. Donc, c'est très difficile quand on a une série d'indicateurs comme ça de tirer des conclusions parce que généralement, tous les indicateurs ne vont pas dans la même direction. Donc, si on veut savoir finalement quelle solution de bâtiment est la meilleure que l'autre, c'est plus facile d'agréger tous les indicateurs pour aller vers un score unique. Il y a différentes méthodes possibles en ACV pour faire ça. Et dans Totem, on a choisi la monétarisation. Donc, on a multiplié chaque résultat pour les indicateurs. Ils sont tous une unité différente par un facteur de monétarisation qui représente le coût pour la société de cet impact environnemental. Donc, ça n'a rien à voir avec le coût du matériau sur le marché. C'est vraiment un coût sociétal. Et donc, en faisant ça, on peut arriver à un score unique à la fin. Alors, on arrive maintenant donc aux notions de recyclage, recyclable, etc. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'impact environnemental? Avant d'aller là, juste un petit bout de théorie. Comment est-ce qu'on alloue les bénéfices et les impacts du recyclage? C'est souvent une grande question en ACV et un grand point de discussion. Quand j'ai un bâtiment qui génère des déchets valorisables, un autre système de production qui va utiliser ces déchets, comment est-ce que je vais diviser les impacts et les bénéfices entre le système qui génère le déchet et celui qui va l'utiliser comme input, comme matière première à l'entrée? Donc, j'ai 2 normes européennes pour l'ACV des bâtiments et des produits de construction. Elles ont opté pour une certaine méthodologie qui est selon le principe du pollueur-payeur. Donc, on voit ici le cycle de vie défini selon ces normes européennes. Donc, j'ai 3 grandes phases du cycle de vie. J'ai la phase de production, dans laquelle j'ai vraiment la production du produit, et puis la construction, le transport et l'installation sur le chantier. J'ai la phase d'utilisation et la phase de fin de vie. Donc, ils ont des codes, c'est le module A, B et C. Quand j'ai une matière qui quitte mon cycle de vie, donc par exemple le bâtiment est démoli et j'ai une matière qui pourrait être recyclée en fin de vie, le bâtiment qui génère ce déchet va devoir porter tous les impacts liés au traitement de ce déchet jusqu'au moment où il perd son statut de déchet. C'est ce qu'on appelle ici le end of waste point. Donc, il devra porter l'impact, par exemple, du transport de ces déchets vers le centre de tri, d'un certain tri, peut-être un peu de broyage, jusqu'au moment où vraiment il y a une demande pour cette matière et qu'elle n'a plus le statut de déchet. Donc, le bénéfice pour le cycle de vie qui génère cette matière recyclable ou réutilisable, c'est qu'elle ne devra pas porter d'impact de mise en décharge ou d'incinération. Elle aura juste ce transport et ce traitement de ces déchets jusqu'à ce qu'ils perdent leur statut.
Le problème, c'est que le principal bénéfice quand on a une matière recyclable, ce n'est pas le fait qu'on ne doive pas la mettre en décharge. Souvent, le plus gros bénéfice, c'est le fait qu'on va remplacer une matière première dans le cycle de vie suivant. Donc, pour pouvoir laisser quand même l'opportunité au bâtiment de déclarer ses bénéfices, le fait qu'on va remplacer de la matière première dans le cycle de vie suivant, ils ont créé ce qu'ils appellent le module D. C'est un module qui est vraiment en dehors des frontières du système et qui va donner l'information sur ce qui va se passer dans le cycle de vie suivant. On va en reparler tantôt, mais comme ça, vous avez la notion. Donc maintenant, qu'est-ce qui est la différence en termes d'impact? Ah, je vois ici au-dessus, je vois quasiment plus mon écran. Entre de la matière recyclée, réutilisée, ou si je vais rénover mon bâtiment. Donc ici, on voit, je veux faire une analyse du cycle de vie en 2020 pour un certain matériau ou un bâtiment. Si je vais utiliser de la matière recyclable, je vais utiliser de la matière qui provient d'un cycle de vie qui est terminé et qui va rentrer maintenant dans mon processus de production. Ça va me permettre d'économiser des matières premières vierges, mais j'aurai quand même encore tout un processus de production pour lequel je vais générer de l'impact. Donc, cette matière devra être transportée et elle devra être mise en œuvre. Par exemple, tous les métaux, la plupart des métaux sont recyclés, ils emploient de la matière recyclée, mais ça génère quand même encore un impact de devoir recycler ces métaux. Il va quand même falloir fondre toute la ferraille pour créer un nouveau produit. Donc, l'économie se trouve surtout en termes d'économie de matières premières vierges. J'aurai plus besoin de minerai de fer, par exemple, si c'est le cas de l'acier. Alors, si j'utilise une matière, si j'emploie un matériau de réemploi, là, l'économie sera plus grande parce que je ne devrai plus avoir tout ce processus de production. Je vais juste pouvoir utiliser un matériau qui était dans un autre bâtiment. Il devra peut-être être un petit peu nettoyé, mais sinon, il sera juste transporté et installé sur chantier. Maintenant, si j'ai une rénovation, là, j'ai encore un gain plus grand puisque je ne devrais plus rien produire, je ne devrais plus rien transporter et plus installer. Pour les matériaux qui sont maintenus en place, j'aurai juste l'impact de leur utilisation. Donc, ils devront encore être maintenus et éventuellement remplacés lorsqu'ils auront atteint leur fin de vie. Donc, pour le recyclage, le réemploi, la rénovation, je vais réduire potentiellement mon impact aujourd'hui. On en a parlé là tantôt, ce n'est pas toujours certain, ça va dépendre aussi de l'influence, par exemple, cette matière recyclée sur l'énergie durant le processus de production, etc. Mais en principe, je vais réduire mon impact aujourd'hui et la plupart du temps, les bénéfices de la rénovation seront plus grands que ceux du réemploi, qui eux seront plus grands que ceux du recyclage, parce que chaque fois, j'élimine certaines étapes. Maintenant, si j'ai des matériaux qui sont recyclables, réutilisables ou que je crée un bâtiment adaptable, l'histoire est différente. Là, je me trouve en 2020 et les bénéfices que je vais créer seront seulement en fin de vie du matériau ou même du bâtiment, donc ils seront créés plutôt en 2080. Donc l'horizon temps est tout à fait différent. Donc par exemple, pour le recyclage, le cas de l'aluminium, on me demande souvent comment ça se fait, l'aluminium est complètement recyclable et pourtant ça a un impact si élevé dans Totem, comment ça se fait? C'est parce que la production d'aluminium actuellement a quand même encore un impact très important. Même s'il y a une certaine quantité de matière secondaire dedans, il faudra quand même encore le fondre. On n'a pas assez de matière secondaire pour le moment pour faire tout l'aluminium en aluminium secondaire. Donc, il y a quand même encore l'aluminium primaire qui est fait. Oui, il sera recyclable en fin de vie, mais le bénéfice sera seulement en 2080 ou plus tard. Et il n'est pas pris en compte dans mon cycle de vie actuel. Le bénéfice que j'ai dans le cycle de vie que je vais quantifier maintenant, c'est le fait que, oui, l'aluminium ne devra pas être mis en décharge, il ne devra pas être incinéré, il pourra être recyclé, mais j'ai quand même un impact important de ma production. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas équivalent à ce qu'on vient de voir. Les gains environnementaux ont lieu dans le futur. Les bénéfices engendrés dans le cycle de vie suivant ont une grande incertitude. Parce qu'on ne sait pas dans 60 ans, est-ce que mon mix énergétique sera le même qu'aujourd'hui? Probablement pas. Probablement qu'on aura, en tout cas j'espère, plus d'énergie renouvelable. Est-ce que la demande pour cette matière recyclée sera réellement là dans 60 ans? Ou est-ce qu'on aura tout à fait changé nos processus de production et on n'en aura plus besoin?
Donc, ça serait dangereux d'aller simplement faire une somme des bénéfices dans 60 ans par rapport aux impacts qui ont lieu maintenant. Parce que les impacts, ils ont vraiment lieu maintenant. Il n'y a pas d'incertitude. Tandis que dans 60 ans, on ne sait pas trop. C'est pour ça que dans la norme, on a décidé de vraiment mettre ces bénéfices en dehors des frontières du système. C'est aussi en accord avec le principe du pollueur-payeur. Et puis, avec le principe de développement durable, parce que ça serait injuste de juste transférer nos impacts d'aujourd'hui vers les générations futures. Donc, ce type de matériaux recyclables, réutilisables, adaptables, c'est intéressant, mais surtout si ça n'engendre pas une forte augmentation de l'impact aujourd'hui. Et c'est surtout intéressant aussi pour des matériaux qui auraient une durée de vie plus courte ou des bâtiments avec une durée de vie plus courte, parce que comme ça, il y a moins d'incertitude sur les bénéfices. Et dans Totem, donc une petite remarque, dans Totem, donc on suit les principes de la norme, le module D n'est pas présent pour le moment parce que c'est un module qui était optionnel dans la version de la norme. Et les scénarios de fin de vie sont fixes dans Totem. Donc, même si vous créez une solution circulaire, vous dites j'ai fait en sorte que tout est démontable, réutilisable, dans Totem, on ne pourra pas encore le voir pour le moment, l'impact, parce que les scénarios de fin de vie sont fixes et dépendent simplement de la nature du matériau. Donc, on est fixé un isolant avec de la colle ou qu'on l'est fixé mécaniquement pour pouvoir le détacher. Le scénario de fin de vie qui est comptabilisé sera le même dans les deux. Mais comme on va voir tantôt, l'impact de la fin de vie est relativement faible en fait pour les matériaux, donc ça n'aura pas une grande influence sur vos résultats. Alors un petit exemple d'une analyse cycle de vie d'un carrelage recyclé par rapport à un carrelage neuf qu'on avait fait dans le temps avec Rotor. Donc ici, on a comparé l'impact d'un carrelage de réutilisation par rapport à un carrelage neuf. On a fait une supposition assez conservatrice. On a supposé que le carrelage perdait son statut de déchet directement après démolition. Donc tout l'impact du nettoyage du carrelage avec de l'acide a été comptabilisé et attribué au carrelage de réemploi. Et on voit que malgré tout, on a quand même un très grand bénéfice à réutiliser le carrelage. Donc, l'impact de la production est nettement plus faible. L'impact du transport ici était plus faible aussi. On n'a plus de production de carrelage neuf en Belgique qui viennent d'Italie ou ils viennent même de Chine, qui viennent de beaucoup plus loin, tandis qu'ici, c'est du carrelage qui a été démoli, qui a été démonté en Belgique et qui est réutilisé en Belgique. Donc, le transport, on a déjà un gain ici aussi. On a tenu compte du fait que le carrelage de réutilisation avait plus d'irrégularités. Donc, lors de la pose, on a besoin de plus de mortier. C'est ce qu'on voit ici en mauve que pour un carrelage habituel. Mais même malgré ça, ça nous donne quand même un grand bénéfice. Alors, j'ai mis à côté, on va parler de ce graphique ici plus tard. Qu'est-ce qui serait passé si, au lieu de réutiliser mon carrelage, je l'avais recyclé, donc broyé et réutilisé comme granulat pour les fondations de route? Mais on voit ici la différence entre le granulat primaire et secondaire pour 25 kg de carrelage. C'est ce que j'ai mis ici en œuvre par mètre carré, est vraiment minime. Donc, j'ai un beaucoup plus grand gain à réutiliser mon carrelage qu'à le recycler en tant que granulat. Alors, on passe maintenant à la rénovation. Je reçois souvent la question, comment est-ce que je peux quantifier la différence d'impact entre une rénovation par rapport à une démolition, une reconstruction? Comment est-ce que je peux surtout essayer de quantifier quel est le gain en termes de déchets? Parce que si je démolis tout, je vais avoir beaucoup de déchets maintenant, ça va générer un gros impact. Je suis toujours étonnée de cette question. Parce que le plus grand bénéfice quand on rénove plutôt que de démolir n'est pas au niveau de ce qu'on gagne en termes de déchets, de ce qu'on ne devra pas démolir. Le plus grand bénéfice, c'est le fait qu'on ne va pas devoir utiliser autant de matériaux neufs. Au niveau des déchets qu'on démolit aujourd'hui, c'est même généralement pas pris en compte quand on fait une ACV comparative comme ça entre un scénario de rénovation et un scénario de démolition-reconstruction. Pourquoi? Parce qu'en théorie, la fin de vie des matériaux existants est attribué au cycle de vie précédent. Il a déjà été comptabilisé, il se retrouve ici. Et si vraiment on veut comptabiliser les impacts au moment où ils ont lieu,
je pourrais dire pour ma démolition, mon scénario de démolition, mes impacts, je crée une phase de pré-construction et je quantifie vraiment la démolition de ma structure. Mais quand je vais comparer avec mon scénario de rénovation, la démolition de la structure que je garde dans le cas de la rénovation va aussi avoir lieu. C'est juste qu'elle aura lieu beaucoup plus tard. Elle aura lieu dans le module de fin de vie. Donc, quand je vais faire la comparaison, en fait, la prise en compte de cet impact ne va pas influencer ma conclusion. Mais qu'est-ce que je prends alors en compte si je compare le scénario de rénovation par rapport à démolition et reconstruction? Donc, pour tout ce qui est les matériaux neufs qui vont être mis en œuvre, aussi bien dans le cas de ma rénovation ou ma nouvelle construction, je considère le cycle de vie complet, toutes les phases du cycle de vie. Par contre, pour les matériaux qui sont maintenus en place, comme dans ce cas-ci pour la rénovation de la façade, je vais juste tenir compte de la phase d'utilisation, puisque l'impact de la production et de la fin de vie ont déjà eu lieu dans le cycle de vie précédent. Et c'est là que va être vraiment mon gros gain quand je vais rénover, c'est que j'aurai beaucoup moins de matériaux neufs qui devront être mis en œuvre et donc je vais gagner tout cet impact de production lié à ces matériaux. Donc ici, j'ai par exemple mis, c'est pour un bâtiment neuf de bureau qui se trouve à Nivelles, la répartition des différentes phases du cycle de vie des matériaux pour ce bâtiment. Et on voit que l'impact de la phase de production est vraiment la plus grande. Laetitia, il y a un problème avec ton son. Mais tu ne vas pas m'entendre si ça bloque. Laetitia, on n'a rien entendu la dernière minute et ça a à faire avec le fil de ta casque, en fait. Le fil? Et maintenant, oui. On m'entend? Maintenant, je t'entends, sinon je ne peux pas discuter avec toi. Si jamais ça arrive, fais-moi. Oui, parce que si j'entendais rien. Oui, mais tu ne l'entends non plus, donc voilà. Non, non. Voilà, c'est bien qu'Étienne a rentré la salle. Voilà. Donc, il faut rattraper une minute, je pense, de l'explication. De cette slide-ci ou je dois retourner à la slide ici? Ça, on a entendu. OK. Donc ici, j'avais montré, pour vous montrer comme on peut faire des économies importantes en termes de matériaux, j'ai représenté la contribution relative des différentes phases du cycle de vie pour un bâtiment neuf. C'est un bâtiment de bureau à Nivelles, mais on retrouve plus ou moins les mêmes ordres de grandeur pour tous les bâtiments. On voit que la phase de production est vraiment la plus importante. Et dans cette phase de production, ici, j'ai quasiment la moitié qui est liée à mon gros œuvre. Donc, si je fais une rénovation, juste en gardant mon gros œuvre, je vais pouvoir réduire quasiment au moins de moitié, ici, l'impact lié à la phase de production. Bon, il faut bien sûr faire attention quand on fait l'analyse, cette comparaison rénovation versus construction neuve. Il ne faut pas juste tenir compte de l'impact des matériaux, il faudra aussi être sûr que le bâtiment est vraiment rénovable, qu'on pourra avoir une bonne performance technique et fonctionnelle, et surtout inclure dans la comparaison la consommation d'énergie du bâtiment, parce que ça va être souvent le point plus difficile en rénovation. Donc ici, j'ai comparé l'impact par mètre carré, donc ce ne sont pas les mêmes bâtiments, d'un cas de rénovation pour différents scénarios de rénovation. Le premier, je ne rénove rien en 2020. Dans 30 ans, je vais quand même devoir changer ma chaudière et mes châssis parce qu'ils ne dureront pas aussi longtemps. Puis j'ai fait différents scénarios de rénovation avec chaque fois une meilleure performance énergétique et j'ai comparé par rapport à la construction d'un bâtiment neuf. Et donc, l'impact est ici normalisé par mètre carré de surface de plancher
pour pouvoir comparer l'impact de cette nouvelle construction par rapport à la rénovation. Alors, on voit qu'en termes de matériaux, donc l'impact des matériaux et des installations est ici représenté en turquoise. On voit que l'impact des matériaux de mon bâtiment neuf est beaucoup plus grand, bien sûr, que l'impact des matériaux quand j'ai un cas de rénovation, puisque j'ai toute la structure qui a pu être maintenue et même une partie des finitions dans ce cas-ci. Maintenant, il faut, comme j'ai dit, faire très attention de quand même prendre en compte l'impact lié à la consommation d'énergie du bâtiment, qui est ici en orange. Parce que si je regarde juste les matériaux, la meilleure variante serait de juste continuer à utiliser mon bâtiment tel quel. Par contre, c'est un bâtiment qui est très énergivore. Et donc, si je prends en compte l'impact lié à ma consommation d'énergie, je vais arriver à un impact qui est nettement plus grand que ma démolition avec reconstruction neuve. Par contre, si lors de ma rénovation, je parviens à avoir un niveau de performance énergétique équivalent à ma construction neuve, je vais pouvoir avoir une économie d'impact significative. Et même si je n'arrive pas à arriver tout à fait au même niveau de performance énergétique, ici la construction neuve avait un E30, si lors de ma rénovation, je n'arrive qu'à un E60, je peux encore arriver à avoir un impact qui est plus intéressant que ma construction neuve, parce que le fait que j'ai une consommation d'énergie un peu plus élevée est compensé par le fait que j'ai une économie importante en termes de matériaux. Bien sûr, l'idéal, c'est d'arriver au même niveau. Alors ici, un petit exemple, un cas d'étude qu'on avait fait dans le temps. C'est un bâtiment de bureau à Malines qui était devenu désuet, qui avait 50 ans. Et plutôt que de le démolir, on a décidé de garder toute la structure en béton, qui était assez flexible. Il y avait des grandes portées, des fenêtres assez répétitives. C'était facile de la réaménager. Donc, ils ont décidé, c'était Grundme, de garder toute la structure et de juste réaménager, refaire les finitions, etc., de bien l'isoler. Et grâce à ça, ils ont fait une grosse économie. Ils ont économisé plus de 2500 mètres cubes de béton, 145 tonnes d'acier. Et ça, c'est encore un calcul en tenant compte, si on devait actuellement reconstruire le bâtiment, selon les pratiques actuelles, on construit déjà plus léger que dans le temps, il y a de la préfabrication, etc. Ça permettrait quand même d'économiser tout ça. Et si on compare ça à la consommation d'énergie pour le chauffage du bâtiment actuellement, donc après avoir été bien isolé, mais on voit que le gain que j'ai fait juste en gardant ma structure en béton équivaut à 50 années de chauffage pour le bâtiment. Laetitia, encore Oui, une on m'entend dizaine de de nouveau minutes. plus? Si, Pardon? mais tu as encore plus ou moins 10 minutes. Ah, ok. Bon, j'ai de nouveau parlé de trop. Alors, les matériaux biosourcés. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des matériaux biosourcés. C'est l'autre axe de l'économie circulaire. Qu'est-ce que j'entends par biosourcé? C'est que c'est composé de matières végétales ou animales et c'est un cycle de régénération court. Donc, les matières fossiles viennent aussi de matières végétales ou animales, mais ont un cycle de régénération de plusieurs millions d'années. Les matériaux biosourcés, on parle de dizaines d'années maximum. L'avantage de la matière biosourcée, c'est qu'elle est renouvelable. Donc, on peut parler de renouvelable seulement, par contre, si le cycle de régénération de la ressource est inférieur à la durée de vie du bâtiment. Ça a l'avantage que parfois, on peut aller vers des productions locales. Ça peut stimuler l'économie locale si on arrive à faire pousser la ressource ici. Et le grand avantage qui est souvent mentionné, c'est qu'on peut avoir un stockage temporaire de carbone. Donc, lors de la photosynthèse, la matière végétale va transformer du CO2 en cellulose et va rejeter de l'oxygène. Si on emploie cette matière végétale pour faire un matériau de construction, ce CO2 reste capté dans la matière. Maintenant, est-ce que les matériaux biosourcés sont toujours plus verts? Non. Ça va être à étudier de nouveau au cas par cas. Il faut regarder le cycle de vie complet. D'abord, si on regarde juste le CO2, on parle souvent de ce captage de CO2 lors de la croissance de la matière végétale. Mais on oublie qu'en fin de vie, ce CO2 sera relargué. Donc, j'aurai un bilan du CO2 biogénique qui est 0. Et aux différentes étapes
du cycle de vie de ce matériau, l'étape de transport, la production, etc., je vais quand même avoir des émissions de ressources fossiles. Je vais utiliser de la matière première qui n'est pas de la biomasse. Je vais avoir des ajouts de fongicides, de retardateurs de feu, etc., ou des liants ou d'autres matières. Donc, il faut faire attention que la somme si on fait toute la somme des émissions et du captage de CO2, même pour un matériau biosourcé, ne sera jamais inférieur à 0. J'entends souvent qu'on a des matériaux à impact positif sur l'environnement, que c'est bien, ils ont un bilan carbone négatif. Ça n'existe pas. Si on tient compte du cycle de vie complet, on sera toujours au-dessus de 0 parce qu'il y aura différentes étapes et de toute façon, il y a relargage en fin de vie. Donc, même pour les matériaux biosourcés, il ne faut utiliser que ce dont on a besoin. Il faut essayer aussi de privilégier la matière locale. Le transport peut être un facteur important. Ça, c'était un exemple d'une façade verte. On avait fait une ACV ici au CSTC. Ce sont les émissions de CO2 pour la façade. Et on voit que l'impact principal ici était dû au substrat qui est complètement de la biomasse. C'était de la sphaigne. Et pourtant, on avait aussi une structure portante en acier, etc., qui normalement ont grand impact. Et pourquoi l'impact ici lié à la sphaigne était si important? C'était parce qu'elle était transportée par avion de Nouvelle-Zélande. Et donc, ça contribuait à un impact vraiment important. Pour les matières biosourcées, c'est aussi important que pour les autres de toujours faire une analyse multicritère. Souvent, ils ont un impact moins important sur le changement climatique, mais il faudra faire attention à l'utilisation de surfaces terrestres, à l'eutrophisation, par exemple. Ça, c'est la problématique liée aux émissions d'engrais phosphatés, etc. C'est important aussi que la matière, la biomasse provienne de gestion durable. Donc, on parle souvent du CO2 qui est capté par la plante, mais on oublie qu'il y a aussi des émissions possibles de CO2 par le sol. Si on a une gestion qui est durable de la ressource, donc l'agriculture, où on va laisser les déchets de l'agriculture dans le sol, où on ne va pas trop retourner le sol, on va avoir un équilibre entre la matière organique qui est apportée au sol et son taux de dégradation. Si on a une gestion qui n'est pas durable, le taux de dégradation de la matière organique dans le sol sera plus élevé que l'apport. Et donc, on va vraiment avoir une émission de CO2 qui provient du sol. Et ça peut être très important. Pour les forêts gérées non durablement, on estime qu'elle est du même ordre de grandeur que ce qui est absorbé par la forêt. Et donc là même, la somme du carbone de source biogénique sera supérieure à 0 si on a une exploitation non durable. Donc pour les matériaux biosourcés, c'est aussi important, c'est un aspect de l'économie circulaire, mais on peut aussi y appliquer les principes circulaires. Si on a un matériau biosourcé qui est un coproduit ou un déchet de l'agriculture, c'est mieux que si c'est le produit primaire de l'agriculture. Donc, par exemple, si on emploie la paille, ben, ça va être un coproduit de la production de blé et on aura deux usages pour le sol. Si on produit juste du maïs pour faire du bioéthanol, ben, on va utiliser du sol qui normalement aurait pu être utilisé pour l'agriculture et on risque d'avoir des conflits d'intérêts entre la production de nourriture et la production de matériaux. C'est aussi bien si on peut utiliser de la matière biosourcée recyclée. Donc, par exemple, le cas de la cellulose, c'était du vieux papier journal, mais c'est encore mieux que si on cultive des arbres juste pour faire de l'isolant en cellulose. C'est bien aussi si on peut utiliser, je ne vois toujours pas une partie de ma slide, de la matière recyclable, biodégradable. La matière biosourcée a l'avantage de pouvoir, dans certains cas, être compostable, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre des liants et des autres ajouts qui sont faits pour produire le matériau. Alors, l'impact environnemental du béton. Si on regarde ici, ça c'est l'impact d'une dalle en béton, 1 mètre carré de surface de dalle en béton, béton armé. On regarde quelles sont les principales sources d'impact. On voit que l'armature a un impact très important et pour l'impact du béton, c'est surtout le ciment qui a un impact important. Donc, si on veut optimaliser l'impact du béton, on peut essayer d'optimaliser la quantité d'armature et la quantité de béton, par exemple en faisant des éléments préfabriqués où il y aurait des vides, etc. Et la quantité de ciment. Bon, bien sûr, il faut que ce soit faisable techniquement et qu'on garde quand même une bonne performance.
Ici, on voit comme l'impact du ciment est important, une autre solution, c'est aussi de juste changer de type de ciment. On voit l'émission de CO2 par tonne de ciment. Si on passe d'un CEM1 à un CEM3, on voit qu'on arrive à fortement diminuer les émissions de CO2. Donc ici, la même dalle produite avec un ciment 3, on voit que ça permet de réduire son impact. Une autre solution pour le béton, c'est d'utiliser des granulats recyclés. C'est la même dalle faite avec 50% de granulats recyclés. Par contre, on voit que sur le score agrégé selon la méthode Totem, ça ne mène pas à une réduction très importante. La raison, c'est que l'extraction de granulats, ici en orange, n'a pas un impact très élevé par rapport à, par exemple, la production de ciment. Donc, si on réduit un impact qui est déjà faible, ça ne donne pas un gros gain. Mais malgré tout, l'utilisation de granulats secondaires reste quand même intéressante. Si on compare juste l'impact d'un kilogramme de granulats primaires par rapport à du granulat secondaire, on voit que j'ai quand même un gain qui est relativement important puisque je n'ai plus toute cette extraction en carrière. Et en plus, généralement, les granulats secondaires sont transportés sur des distances plus faibles. On a beaucoup de centres d'étris en Belgique, généralement au moins dans un rayon de 30 km, tandis qu'on n'a pas tellement de carrière que ça, surtout si le chantier est situé en Flandre. Les granulats devront probablement venir de Wallonie. Encore 3 minutes, Laetitia. 3 minutes? Bon, c'était ma dernière. Ah non, j'ai toute la. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que c'était ma dernière partie, le béton, donc ça sera bon. Donc ici, on voit que le transport est un facteur important. Si vous comparez granulats primaires et secondaires, en fonction du transport pour mes granulats primaires et secondaires, ça pourra parfois être plus intéressant d'utiliser des primaires. Ce qui est très important aussi quand on pense à utiliser des granulats secondaires, c'est de regarder si ça va influencer la recette du béton. Si on a besoin de plus de ciment, il faudra en tenir compte et faire une comparaison plutôt au niveau du béton que juste des granulats. Donc, mais malgré tout, ça reste important d'utiliser des granulats. Ça reste intéressant quand même dans la plupart des cas d'utiliser des granulats secondaires parce qu'ils permettent de limiter l'occupation du territoire, etc. C'est un indicateur qui souvent ne pèse pas lourd dans le score global. Ça permet d'économiser quand même des ressources naturelles. L'ACV prend en compte l'épuisement des ressources, mais au niveau global, alors que l'épuisement des granulats, on en a de moins en moins en Belgique, ça commence à être en pénurie, mais ce n'est pas pris en compte dans l'ACV, cette pénurie de granulats, parce qu'au niveau global, il n'y a pas de pénurie. Ici, je vous avais mis juste pour info, si j'avais, au lieu de broyer mon béton utilisé comme granulat, si je réutilise mon béton, j'aurai un bénéfice beaucoup plus important. C'est la même histoire qu'avec le carrelage. Donc, comme ça, j'arrive aux conclusions. On a vu l'économie circulaire et l'analyse du cycle de vie sont complémentaires. Une solution circulaire n'a pas nécessairement toujours un impact plus faible. C'est important de faire une analyse multicritère qui tient compte du cycle de vie complet pour vraiment pouvoir objectiver ses choix. Le recyclage, réemploi, recyclabilité sont toutes des pistes d'économie circulaire, mais n'ont pas la même valeur en termes d'impact environnemental. Il faut éviter aussi d'augmenter trop l'impact aujourd'hui pour avoir des bénéfices potentiels demain. On a vu que les matériaux biosourcés sont intéressants. C'est une solution pour répondre à cette demande accrue de matériaux à l'affinité des ressources, mais ils n'ont pas systématiquement un impact plus faible. C'est vraiment étudié au cas par cas. Et pour le béton, on vient de voir les principaux impacts, c'est l'acier et le ciment. Donc, si on peut essayer d'optimiser ça. Ça permet de réduire l'impact et les granulats recyclés sont quand même intéressants, même si vous ne le verrez pas dans les scores globaux dans Totem. Mais c'est toujours plus intéressant de réutiliser son béton que de le recycler. Donc, merci pour votre attention. Ça a peut-être été un peu vite à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si on n'a plus le temps maintenant, vous pouvez aussi le faire par mail éventuellement plus tard. Merci Laetitia. Donc, il y a 2 questions qui nous sont déjà arrivées via le Q&A. Je vais juste lire le premier. Est-ce que Totem répond aux exigences du référentiel ISO 14040? Oui, il y répond. L'ISO 14040, c'est la norme très générale pour la CV. Les normes ISO, généralement, donnent vraiment
le cadre très général pour les choses. Et oui, donc Totem suit les principes de la norme, mais les principes sont très généraux. OK. Une autre question est, qu'est-ce que le CSTC fait pour rendre tout ceci un peu plus abordable ou plus concret pour les entrepreneurs? Parce que c'est quand même encore assez spécialiste. Comment un entrepreneur peut commencer? Qu'est-ce que le CSTC fait ou va faire à ce niveau-là? Déjà, on a fortement été impliqué dans le développement de Totem. Donc, ça permet déjà d'avoir un outil qui est accessible. Maintenant, avant, on n'avait même rien en Belgique comme outil belge. Donc, on a contribué à ça. On fait aussi régulièrement des articles parce que Totem ne permet pas d'aller vraiment en détail. On voit de faire des petits changements. Donc, par exemple, on changerait les fixations, des choses comme ça. Donc, on essaye aussi de faire régulièrement des articles où on va vraiment comparer pour un élément donné. On a fait ça, par exemple, pour les toitures plates. Toutes sortes de combinaisons possibles en termes d'isolation, de fixation, d'étanchéité pour la toiture et de tirer là-dedans des grandes conclusions de qu'est-ce qu'on peut faire si on veut réduire son impact. Donc, il y a déjà beaucoup d'infos, je pense, effectivement, sur notre site. Si vous cherchez des publications, il y en a déjà pas mal. Il y a encore des choses en cours. Et peut-être pour faire la référence à l'intro sur Build Circular, ou aussi à CITEX, si vous avez besoin de l'aide ou vous avez des questions, vous voulez suivre une formation plus détaillée par rapport à l'ACV et Totem, nous pouvons bien l'offrir.